Dans le chapitre 1, nous allons commencer par les généralités sur les microcontrôleurs. Alors tout d'abord, il faut se placer dans le contexte de l'informatique embarquée. C'est-à-dire quand on a un système qui embarque de l'intelligence, autour de lui il va y avoir tout un monde. Par exemple, un robot qui se déplace tout seul dans une pièce pour aller ramasser la poussière, il doit avoir sa propre intelligence. C'est le cœur du système. Cette intelligence pourrait éventuellement communiquer avec d'autres intelligences. Si on met en réseau des robots qui communiquent entre eux pour se déplacer, par exemple, cette intelligence doit avoir la possibilité de faire une interface avec l'utilisateur. Donc c'est pour ça qu'en général il y a des interfaces, ce qu'on appelle l'interface homme-machine, c'est les boutons, les afficheurs qui permettent de communiquer avec l'utilisateur. Quand il est autonome, le système va donner des ordres à sa partie commande pour piloter les actionneurs. Les actionneurs, ça peut être des moteurs, des voyants, etc. D'un autre côté, l'intelligence va récupérer des informations du monde extérieur pour décider ce qu'elle doit faire. Ces informations, en général, vont venir de capteurs qui vont communiquer les informations. C'est-à-dire, ça pourrait être par exemple la présence ou non d'un obstacle devant un robot, la température de la pièce, un certain nombre d'informations dont il va avoir besoin pour décider les actions qu'il va devoir faire. Alors, question, comment réaliser l'intelligence du système embarqué? Alors, on a deux grandes familles de systèmes en informatique industrielle. Petit A, grand A, les automates programmables industriels, qui sont des choses plutôt grosses, chères, plutôt faciles à mettre en œuvre, enfin à développer et à concevoir avec l'ensemble de la partie opérative, c'est-à-dire tout le monde extérieur à l'intelligence. Ces systèmes-là, qui sont un peu plus chers, vont être adaptés à l'industrie aux petites séries. Par exemple, si on veut faire une barrière de péage, on va avoir une dizaine de barrières à gérer, on ne va pas en faire 100 000, on va en faire une dizaine. Donc, pour piloter ces barrières de péage, on va plutôt utiliser des automates programmables industriels. Deuxième solution, ce qu'on va étudier dans le cadre de ce cours, les microcontrôleurs. Les microcontrôleurs, c'est plutôt petit, pas cher et plutôt difficile à développer. Ça va être adapté aux grandes séries. Par exemple, si vous voulez faire un jeu éducatif et le vendre à 100 000 exemplaires, une fois que la conception est terminée, vous pouvez lancer une grande série en utilisant des microcontrôleurs pour faire l'intelligence du jouet éducatif. Voilà. Alors, pour vous expliquer un peu plus clairement, voilà, ça, c'est un automate programmable industriel. L'intelligence, elle est par ici. Ici, on a les entrées-sorties et une interface homme-machine avec un écran tactile. Et l'équivalent pour faire du développement avec un microcontrôleur, vous voyez, c'est plutôt ça. Donc ici, on a un microprocesseur qui est le cœur du système, et puis autour, on a quelques circuits électroniques. Cette carte de développement microcontrôleur va nous permettre de faire des tests de développement avant de produire la grande série. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un microcontrôleur? Un microcontrôleur est un circuit intégré programmable. Dans notre cas, ça sera programmable en langage C. Il est caractérisé par 5 principaux critères. D'abord, son prix et sa taille, pour savoir son encombrement et le coût de fabrication quand on fait une grande production. Il est caractérisé par sa rapidité, c'est-à-dire sa fréquence. Il va être caractérisé également par le nombre et le type d'entrée-sortie qu'il possède. Et enfin, il va être caractérisé par la taille de sa mémoire. Plus il va avoir une grande taille, plus on pourra stocker de programmes et stocker éventuellement des informations. Le microcontrôleur que vous allez utiliser est de la famille Microchip, c'est le fabricant. Et il s'appelle PIC 18F4550. C'est un microcontrôleur pas très cher, qui coûte quelques euros, qui fait la taille à peu près d'une pièce de monnaie ou deux pièces de monnaie. Il travaille à une fréquence de 48 MHz et possède une trentaine d'entrées-sorties, ce qui laisse pas mal de possibilités pour construire des systèmes, dont 13 entrées analogiques, c'est-à-dire des grandeurs qui ne sont pas tout ou rien 0 ou 1, qui sont des grandeurs qui vont de 0 à 5 volts pour faire des mesures de température ou de pression, des choses comme ça. Ce microcontrôleur, on l'a placé pour vous sur une carte électronique
cette carte électronique, elle va avoir un certain nombre de périphériques autour du microcontrôleur 18F4550. Vous avez notamment une LED qui va permettre de tester une sortie numérique. La LED est allumée si je mets un 1, la LED est éteinte si je mets un 0. Il y a également 3 boutons poussoirs qui vont permettre de tester les entrées numériques cette fois-ci, un potentiomètre qui va permettre de tester une entrée analogique et un connecteur 16 broches qui va nous permettre de développer d'autres cartes et d'aller nous connecter avec d'autres cartes électroniques en utilisant 16 signaux de contrôle qui pourront être des entrées ou des sorties. Sur cette carte, il y a également un afficheur LCD qui va permettre d'afficher des messages. C'est ce qui va nous servir d'interface homme-machine en plus des boutons poussoirs. Nous allons maintenant parler des entrées et sorties tout ou rien. Voilà, alors si on représente notre microcontrôleur par une boîte, on pourrait symboliser les entrées avec des flèches qui rentrent dans la boîte et symboliser nos sorties par des flèches qui sortent de la boîte. Quand on parle d'entrée et sortie tout ou rien, on parle de niveau logique 0 ou de niveau logique 1, c'est-à-dire ce qui va être matérialisé sous forme électrique par un niveau 0 volts ou un niveau 5 volts. Donc pour matérialiser nos entrées, on va utiliser un bouton poussoir. Ce bouton poussoir, il va falloir le raccorder à notre microcontrôleur avec un montage électrique. Et de l'autre côté, nos sorties, on va pouvoir les matérialiser sous forme par exemple d'une LED. Si elle s'allume, c'est qu'on a un 1, si elle s'éteint, c'est qu'on a un 0. Et donc il va falloir aussi matérialiser cette connexion entre le microcontrôleur et les LED par un circuit électronique. Alors comment faire ? Alors, un bouton poussoir, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite lame métallique qui, si on le relâche, il est maintenu ouvert, l'interrupteur est maintenu ouvert par un ressort, et si on appuie dessus avec le doigt, ça vient plaquer la lame, et donc on fait un contact entre les deux bornes du bouton. Alors quand on parle des bornes, c'est parce que notre bouton, forcément, il a deux côtés, voilà, qui sont matérialisés ici par des points. Alors la question, c'est comment faire pour générer un 0 volt ou un 5 volts en fonction de la position du bouton, enfoncé ou relâché. Alors, un montage simple, c'est de raccorder d'un côté la masse, c'est-à-dire le 0 volt, et de l'autre côté, une résistance. Et de l'autre côté de la résistance, on va rajouter une alimentation 5 volts. Évidemment, on aura le même montage avec le bouton enfoncé. Et la question est, qu'est-ce qui se passe et où est-ce que je viens mesurer ma tension? Alors ma tension, je vais venir la mesurer ici. Voilà, ça va aller vers le microcontrôleur. Quand le bouton est relâché, ici, le courant, c'est 0. La tension ici, U égale RI, comme I vaut 0, c'est donc égal à 0 volts. Et la tension qu'on vient mesurer ici, ça sera 5 volts moins RI, c'est-à-dire 5 volts. Quand le bouton est enfoncé, c'est un petit peu plus simple, puisqu'on a un court-circuit directement entre la masse, c'est-à-dire le 0 volt, et le microcontrôleur. Donc ici, on aura 0 volt. Par contre, quand le bouton est enfoncé, le courant est différent de 0. Le courant vaut 5 volts divisé par R. Donc avec un bouton poussoir, je peux matérialiser une entrée qui vaut niveau logique 0 ou niveau logique 1. Voilà, on a donc connecté notre montage qui permet de générer un 0 ou 1 au microcontrôleur. Maintenant, on va regarder comment utiliser la sortie 0 ou 1 du microcontrôleur pour allumer ou éteindre une LED. Il faut donc connecter la LED au microcontrôleur en prenant soin de rajouter une résistance de protection pour éviter de griller la LED.
Si on applique 5 volts, le courant sera différent de 0 et la LED va s'allumer. Si le microcontrôleur impose 0 volts, à ce moment-là, le courant sera nul et la LED restera éteinte. On a donc notre montage global avec un bouton poussoir qui permet de générer un 1 ou un 0 pour une entrée du microcontrôleur, et le microcontrôleur peut imposer un 1 ou un 0 et allumer ou éteindre une LED avec une de ses sorties. Ce montage ici sur la carte que vous utiliserez est répété 3 fois puisqu'on a 3 boutons poussoirs, un vert, un bleu et un jaune. Par contre, il n'y a qu'une seule LED qui est pilotable avec une sortie du microcontrôleur, c'est une LED verte sur la carte. En plus des 3 boutons poussoirs et de la LED, il y a également un écran LCD, un écran à cristaux liquides qui est connecté sur la carte au microcontrôleur. Le microcontrôleur, pour commander cet écran LCD, utilise 8 sorties. Un port complet de 8 bits vient piloter l'écran LCD. Donc ce ne sont que des sorties puisque les informations vont du microcontrôleur vers l'écran LCD. Cela va nous permettre d'afficher des messages sur l'écran LCD. Pour l'utilisation au niveau informatique de l'écran LCD, on va utiliser des fonctions de haut niveau qui vont nous permettre d'effacer l'écran, de positionner le curseur, de le faire clignoter ou non et d'afficher des messages sous forme de caractères, c'est-à-dire des lettres, ou des messages sous forme de chiffres avec des variables entières. Notre microcontrôleur possède plusieurs ports d'entrée-sortie tout ou rien. Chaque port d'entrée-sortie, qui va s'appeler A, B, C, D, peut comporter en général 8 bits. Et chacun de ces 8 bits d'entrée-sortie peut être configuré comme une entrée ou une sortie tout ou rien. Alors pour cela, évidemment, il faut le définir au début du programme, il faut dire les 2 premiers bits du port A c'est des entrées, le reste c'est des sorties, ou l'inverse, ou tout le port A c'est des entrées, ou tout le port B c'est des sorties par exemple. Pour faire cela, on utilise un registre spécial qui s'appelle TRIS, A pour le port A, TRIS B pour le port B, qui va permettre de configurer en entrée ou en sortie chacun des 8 bits du port. Alors, par exemple, si je veux configurer tous les bits du port A comme des entrées, il faut que j'écrive TRIS A égale 0xFF. Parce qu'en effet, pour dire c'est une entrée, il faut que je mette le bit du registre à 1. Donc si je mets que des 1, ça fait FF. Et là, à ce moment-là, mes 8 bits, ce sont des entrées. Si je veux faire des sorties, à ce moment-là, il faut que j'écrive TRIS A égale 0x00. À ce moment-là, j'ai 8 bits qui vont être les 8 bits vont être à 0 et tous mes 8 bits du port A sont configurés comme des sorties. Et on peut faire un mélange des deux, c'est-à-dire prendre par exemple 4 bits en entrée et 4 bits en sortie. Alors, une fois que c'est configuré au début du programme, on va pouvoir venir lire ou écrire, suivant ce qu'on a configuré, sur le port A, B, C, D, etc. En utilisant l'instruction port. Alors port, ça veut dire je viens lire ou écrire. Alors lire ou écrire, en fait, tout simplement, ça va dépendre de est-ce que je mets port à gauche du signe égal ou à droite du signe égal. Et évidemment, si je veux parler du port A, j'appelle port A. Et donc, un exemple, voilà, ici je vous mets un exemple d'une configuration du port A en entrée, avec les 8 bits en entrée. Donc j'écris TRIS A égale 0xFF et je viens lire la valeur de port A et je le stocke dans une variable que j'ai appelée ici grand A. Voilà. Maintenant, si je veux écrire que des 1 logiques sur mon port A, il faut d'abord que je configure entièrement le port A comme des sorties. Donc je vais écrire TRIS A égale 0x00 et puis je vais écrire port A égale 0xFF. À ce moment-là, je mets FF dans le port A, c'est-à-dire que je mets que des 1 sur les 8 bits du port A et tous les bits du port A sont à 0 et donc je viens écrire sur le port A qui est configuré comme une sortie. Évidemment, c'est possible de faire un mélange des deux. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Je peux configurer une partie du port A en entrée et l'autre partie en sortie. Et il va falloir que je réalise des masquages pour écrire et lire sur une certaine partie du port A.